Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio dans l'émission La vie du peuple et nous accueillons sur notre plateau Reba da Silveira, modèle et multi-artiste de Paris. Bonjour Reba. Bonjour Romain. Un grand merci à toi d'être parmi nous, c'est un plaisir de t'accueillir sur le plateau. Merci à toi de m'avoir invité. Alors Reba, comme j'ai dit en introduction, tu es modèle, mais quelle est la différence entre être modèle et être mannequin ? Les mensurations. Alors en fait, être modèle, les mensurations vont moins compter que lorsque on est mannequin, parce que en fait, être modèle c'est d'abord la taille. Être mannequin, c'est d'abord la taille. Et je n'ai pas la taille, je suis pas grande. À l'époque, oui, j'étais filiforme, donc je rentrais dans des cases. Mais la case de la taille n'était pas cochée. Donc forcément, je ne pouvais pas être mannequin, même s'il y avait beaucoup de choses qui intéressaient les chasseurs de tête ou les personnes qui vont rechercher les mannequins ou les modèles, mais la taille ne rentrait pas dedans. Donc c'est vraiment une question de mensuration et de taille. Donc c'est ça la différence entre les deux. C'est important de préciser parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Moi, le premier, j'ai découvert ça lorsqu'on a préparé l'émission. Alors Reba, comment es-tu arrivée dans l'univers du modèle ? Comment es-tu entrée dans ce monde ? Je dirais que j'étais pas du tout amenée à y rentrer, et pourtant après avoir discuté avec toi, je me rends compte que si, parce que le milieu de l'image a toujours existé dans ma famille, et que mon père a fait de moi un peu ce qu'on appellerait une espèce de bête de concours, parce que il fallait toujours rentrer dans des clous au niveau du poids, au niveau de ce que tu portes sur toi, au niveau de ce qu'est ta coiffure, et que en fait c'était un peu pour moi une une rencontre inattendue. Un chasseur de tête qui arrive là alors qu'on est en vacances en Corse, et qui tout à coup se dit que il va monter un petit peu dans les hauteurs, et donc on va rencontrer cet homme, parce que c'est un homme qui vient nous parler alors qu'on est de jeunes femmes tout ensemble pour les vacances à Ajaccio en Corse, et qui a vu en moi ce que moi j'ai pas vu, sincèrement, mais du coup il va me proposer de venir en casting pour une grosse marque à l'époque qui est Benetton, et qui brasse beaucoup tout ce qui est racial. Voilà. Et donc, comment s'est déroulé ce premier casting ? Ce premier casting était angoissant, parce que tout ce qu'on ne connaît pas est angoissant. Et moi, la première. Et donc, du coup, en fait, j'arrive. On me reçoit vraiment très poliment et vraiment dans la bienveillance. Et donc, du coup, d'autres jeunes sont là pour postuler. Certains qui travaillent. J'y travaillais parce que l'État ne considère pas que pour les enfants c'est un travail, mais c'est un travail. Et donc du coup, tout à coup là, je vois plein de jeunes de mon âge, mais je vois aussi des gens qui sont assez calés et qui connaissent bien leur boulot, même s'ils ont notre âge. Et donc du coup, c'est difficile, ça fait peur. Mais comme je t'ai dit, je pense qu'on m'a préparé bien avant, et que ce qui arrive là, c'est finalement ce qui devait arriver. Mais ça fait peur et on y va quand même. C'est un dépassement, c'est une estime de soi, c'est beaucoup de choses à la fois. Et lorsque tu arrives à ce premier casting, on te demande ta taille, ton poids, tout de suite.
Oui, exactement, tout à fait. Mais de toute façon, le chasseur de tête qui prend déjà son engagement sur le fait de te faire venir au casting, te demande déjà ton poids et ta taille. Bon, tu lui dis ce que tu as envie de lui dire, hein. Lui note sur son Polaroid qu'il a pris, en fait, ton nom, ton prénom, ton poids, ta taille. Voilà. Et donc quand t'arrives, effectivement pour le casting, on te pose la question parce que c'est nécessaire de savoir si tu dois être habillé, quel poids tu fais, quelles sont tes mensurations. Et donc du coup, oui, on me pose la question et j'ai un peu l'impression de passer une visite médicale. Donc là, à ce moment, tu es en Corse, en vacances, c'est ça? Donc tu passes le casting. Et toi, tu rentres sur Paris et tu reçois un coup de téléphone. Alors j'avoue que ouais, c'était assez bizarre. Parfois des choses comme ça nous arrivent. Il m'a cassé, on est en vacances. Le casting se faisait durant les vacances et c'était juste, je crois, c'était un jour avant qu'on ne parte. Donc j'avoue que j'étais un peu stressée, je me disais bon, ok, vas-y ton casting là, tu me l'as fait là maintenant, mais je pars moi en fait. Et en fait il m'a dit que le casting se passait ici, mais que après c'était à Paris. Et comme je partais à Paris, bah en fait le destin m'avait suivi à Paris. Et donc un mois après, tu es convoqué dans une agence. Donc tu te rends à ce premier shooting. Mm-hmm. Donc, comment tu l'as ressenti, ce premier shooting? Ça doit pas être évident pour quelqu'un qui entre dans ce monde. Oh, ben c'est de la joie, c'est de la peur, c'est de la validation, c'est une première fois, c'est des choses qui te sont propres, mais en même temps tu te dis que il y a une estime de toi et tu te dis que certaines personnes ou ces personnes-là l'ont reconnu et donc du coup la validation est toujours bonne à prendre et je pense que aussi bien la peur était là mais que j'étais heureuse d'être là. Et alors, je me mets toujours dans la position d'une personne qui découvre ce monde. Les photos sont prises, il y a beaucoup de photos qui sont prises durant même plusieurs heures. Oui, tout à fait. En fait, beaucoup de personnes se disent que faire de la photo ou autre chose qui est de l'art et de l'image, ça se fait en 2 secondes. Non, en fait, on vous mitraille pendant 3-4 heures avec genre des filtres, des lumières, des choses qui sont assez agressives en fait. Et j'avoue que ouais, bon, c'était la première fois, voilà. Et même le fait de prendre des pauses aussi. Alors oui, c'est comme je te disais en fait les pauses, les photographes savent ce qu'ils veulent. Les pauses, on t'amène à les prendre. Elles sont un peu subjectives en fait dans la manière dont les photographes vont diriger tout ton corps parce que on dirige ton corps et donc du coup au début je sais pas du tout prendre de pause même si enfant j'ai beaucoup été pris en photo avec mes frères et sœurs, les poses étaient complètement inconnues en fait de ma personne et j'ai eu la chance d'avoir un photographe qui était là, qui avait vraiment ce truc à cœur de faire son métier et donc du coup il m'a dirigé et peut-être vers la fin j'ai réussi un petit peu à être un petit peu plus à l'aise et à donner peut-être des petites choses de moi. Donc ce fut une belle première expérience en tout cas ce shooting. Oui, tout à fait, c'était une super bonne expérience parce que je m'y attendais pas du tout. Parce que il y avait des jeunes de mon âge et que j'ai rencontré des gens qui étaient assez agréables et parce qu'il y avait une bienveillance, même si beaucoup de gens à cette époque pensaient que Benetton était un peu dans le racisme, mais vraiment c'était une très bonne expérience, ouais.
Et donc, il y a une photo qui est sortie, qui est affichée. La première photo. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? J'avoue que c'était compliqué. Parce que c'est vrai que pour la première fois, même si on voit des images de nous depuis qu'on est petit, pour la première fois, c'est une image qui est affichée dans des endroits qui sont des lieux communs. Et en plus, en fait, on voit la photo et moi, je me suis trouvée très belle sur la photo, alors que ce n'était pas du tout ce que je pensais dans la réalité. Et en plus de ça, je me suis demandé, mais en fait, qui est cette personne? Parce qu'il y a des retouches. Il y a des retouches sur la photo? Oui. Qu'est-ce qui a été retouché? À l'époque, peut-être que, en fait, très vite, il y a eu Jean-Paul Goude qui a fait passer Grace Jones, qui était très noir de peau et qui a très très bien fonctionné. Et juste après, on est passé à éclaircir la peau des personnes noires. Et j'avoue que quand j'ai vu la première fois la photo, je me suis dit, mais en fait, ok, je reconnais bien mes attitudes, je reconnais bien qui je suis, mais je reconnais pas la couleur de peau. Et en fait, aussi bien ils avaient mis très peu de filtres parce qu'ils voulaient quelque chose de naturel, mais aussi bien, je pense que à ce moment-là, ma couleur de peau ne correspondait pas à ce que attendait Benetton. Et donc du coup, les retouches ont été vraiment sur la peau et sur le visage pour marquer bien les traits, surtout des pommettes, tout ça et tout, des petites ombres rajoutées ou voilà, mais vraiment la peau et les pommettes, ouais. Et donc cette photo a été affichée au Japon, c'est ça? Oui. Toi, qu'as-tu ressenti lorsque tu as vu pour la première fois cette photo? Waouh, c'était magique. C'était magique aussi bien de se voir et de s'apprécier. Parce que comme je te l'ai dit, je viens d'une famille assez difficile et la beauté ou ce qu'on représente n'est pas forcément évalué. Et n'est pas forcément on te donne pas forcément confiance en toi. Et j'avoue que cette photo a été une première manière d'avoir de l'estime de moi-même et aussi ce truc de se dire quand on est ado qu'on va devenir célèbre. C'est ouais. Et j'étais contente de voir que je pouvais faire quelque chose qui me faisait du bien. Donc une bonne première expérience qui t'a donné confiance. Mm-hmm. Est-ce que ensuite tu continues par toi-même de faire des castings ou bien ce sont d'autres personnes qui viennent te chasser? Je sais pas si on peut employer ce mot, mais oui, tout à fait. Tu peux employer ce mot-là, Romain. La problématique, c'est que oui, effectivement, on vient te chasser parce que beaucoup de personnes postulent en agence et ont des agents, mais en fait, il y a des gens qu'on appelle des chasseurs de tête. En fait, c'est des personnes qui se baladent dans des villes ou dans différents endroits ou même dans certains pays. Et en fait, j'avoue que moi, je sais pas si j'avais pas envie ou si j'avais pas d'estime de moi-même, mais je sais que en fait, j'ai pas été tout de suite de moi et que ça n'est jamais vraiment venu de moi. En fait, ça a toujours été des gens qui ont repéré ce qu'ils voyaient en moi et ce qu'ils voulaient pour leur photo. Et donc, deuxième photo, ça a été Heidi, qui est un magazine de photos et pour les mannequins et pour les photographes. Et donc, du coup, j'ai été castée encore à la sauvage, cette fois-ci dans un bar.
Et donc tu décides d'aller à ce shooting, c'est ça? Ouais. C'est ça, oui. Et je me suis demandé, on parlait des postures tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu brièvement, donc les modèles sont dirigés par les photographes, mais est-ce que les modèles ont leur mot à dire sur certaines postures, ou bien c'est interdit de parler? C'est justement ça le plus gros problème de la photo, c'est que celui qui te prend en photo et celui qui demande la photo veut obtenir absolument ce qu'on appelle un produit fini. Donc oui, tu peux prendre les poses que tu veux. La plupart du temps, le photographe dirige et t'amène forcément à ce qu'on leur demande de faire. Il y a une commande qui est derrière, hein, donc pour tous les photographes qui ne sont pas des photographes libres dans leur pratique de l'art, beaucoup de gens qui vont travailler vraiment avec un budget et tout vont avoir une commande. Donc du coup, toi, tu peux proposer des poses. Souvent, le photographe va te diriger, mais le produit fini, tu n'as vraiment aucun mot à dire dessus, en fait. Donc par la suite, tu as fait beaucoup de shootings, beaucoup de photos, comme tu as dit, Heidi, le magazine Têtu aussi. Voilà, tout à fait. Tu as posé pour Têtu. Voilà. Et tu as travaillé un temps avec Chanel. Oui, une expérience plutôt mauvaise. Comme je disais, en fait, les grosses boîtes et effectivement les marques les plus connues ont beaucoup plus d'exigences et on va rencontrer des gens qu'on va pas rencontrer dans des milieux où en fait c'est les plus petits milieux. Chanel, c'est immense, c'est dans le monde. Voilà. Et j'avoue que oui, c'était ma plus mauvaise expérience parce que en fait déjà le casting s'est passé dans une maison avec une personne que beaucoup de personnes connaissent, qui est une actrice qui s'appelle Julie Gaillet, et en fait on était chez son frère et chez elle, et des casteurs étaient là. Je pense que c'était normal, parce que c'est la télé, quoi que ce soit et tout. Et en fait, donc du coup, on était cassés très vite. J'étais à l'époque avec mon ex, et donc du coup, on a été pris en pola. Le premier truc, c'est le pola, hein, voilà. Quand ils arrivent, c'est le pola. C'est voilà, ils te dévisagent, ils remarquent toutes les choses qui vont faire que tu vas pouvoir rentrer en fait dans ce qu'ils demandent. Et donc du coup en fait on nous caste, hop, le mec il prend les photos, ces petites polas là, et donc du coup c'est cool, voilà, un petit truc à regagner au niveau salarial à ce moment-là. Et donc du coup je suis casté, déjà il y a la photo, tac tac tac, on nous demande de venir plus tard, c'est-à-dire quelques jours plus tard. Mais en fait, ce qui se passe pour moi est quelque chose de assez inattendu, parce que toujours on se demande pourquoi en fait moi. Et donc du coup, le lendemain, alors que j'étais encore complètement fatiguée et cassée, j'ai quelqu'un qui m'appelle au téléphone, c'est un agent, et qui me dit que en fait je suis retenue pour le casting de Coco Chanel, et que je suis parmi 25 personnes, et c'est très peu parce que le casting était vraiment très gros, d'environ 200 personnes, et donc on me dit que je suis choisie non seulement pour porter des vêtements qui sont des vêtements de Coco Chanel, de Saint Laurent, beaucoup de comment ça s'appelle, de collaboration, et que je vais te maquiller, que je vais t'habiller, et que je vais paraître en tant que silhouette. Et silhouette, c'est déjà très important parce que ça vient juste après le mannequin chez Coco Chanel
qui était à l'époque Keira McNally. Et donc du coup, en fait, je me suis dit, mais c'est quelque chose d'important. Et comment ça se déroule, ce casting? J'avoue que c'est celui que j'ai le plus détesté. Il y avait je me suis peut-être trompé en préparant mes notes, mais il n'y avait pas une forme de classement, c'est ça? Si, justement, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est celui que j'ai le plus détesté. C'est que vraiment, il y avait beaucoup d'attentes. Déjà, très vite, j'ai compris qu'effectivement, j'étais silhouette et non pas figurante. Et donc, du coup, on avait des placements. Ça se passait au palais de Tokyo, que beaucoup de Parisiens connaissent, et dans une espèce de grande cour comme ça hyper immense et qui t'en jette plein les yeux. Et donc du coup, dès le début, on nous a donné des endroits où être en fonction de quand le mannequin et du coup aussi la comédienne, qui est la même personne, descendrait. Et donc du coup, on avait nos consignes. À la base, ça aurait dû bien se passer. Mais sauf que dans un milieu comme celui-là, où Coco Chanel est une marque très connue, beaucoup de gens cherchent à être au premier rang. Et donc très très vite, j'ai commencé à me faire bousculer alors que j'avais des placements qui avaient été donnés. J'ai commencé à être un peu irritée parce que moi et la foule parfois ça fait pas bon ménage, et parce que je comprenais pas pourquoi en fait autant de bousculades, autant de violence, autant de mots qui sont dits qui sont pas très sympathiques, aussi bien de la part des modèles, un petit peu moins d'ailleurs de la part de ceux qui organisent, mais quand même parfois on entend des choses qui sont pas très faciles à digérer, et beaucoup de modèles comprenaient pas pourquoi moi, en faisant 1m66, je me retrouvais en premier rang. Voilà, avec un homme noir bien sûr, et à l'époque il y avait exactement la même coiffure que moi, et donc en fait ils ont essayé de créer des couples, mais des couples aussi par rapport à la racialisation et par rapport aussi aux gens qui se ressemblaient, et j'avoue que ce casting, j'avoue que cette publicité a duré toute la nuit, mais que j'ai peut-être tenu 2-3 heures maxi, en fait. Et donc là, tu prends conscience de la jalousie, des rivalités entre modèles, la compétition aussi. Et c'était la première fois que tu as ressenti ça? J'avoue que oui, dans le milieu de la photo, c'était la première fois, et dans les milieux de la publicité aussi, et que en fait, tu vois, on en avait discuté, et je me rends compte que on m'a toujours préparé à tout ça. Parfois, on ne sait pas ce qu'on nous donne, mais du coup, oui, là, je vois que j'ai été préparé, et que en fait, aussi bizarre que ça puisse l'être, c'était difficile, mais j'étais préparé. Reba, tu as eu des troubles alimentaires durant cette période, c'était un moment compliqué. On va parler de ces problèmes dans la deuxième partie, mais avant, j'aimerais qu'on fasse, si tu veux bien, qu'on passe une première chanson. Et comme cette émission, c'est ton émission, Reba, je t'ai proposé de choisir 3 chansons, et tu as choisi Balance de Mentissa, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi tu as choisi cette chanson? Alors, j'ai justement commencé par cette chanson parce que Balance parle de l'image que tu renvoies aux autres, parle de la validation que tu as dans la société en tant que femme, et encore plus en tant que femme noire, et que du coup, ça parle vraiment justement de ses débuts, de rentrer dans des codes sociaux dans lesquels on n'est pas forcément, et que du coup, c'est vraiment sur le corps et sur l'image que l'autre a de toi. Et on va écouter la chanson que tu as choisie pour cette émission, Balance de Mentissa,
et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Merci. Dis-le-moi, combien cette fois de kilos en trop? Balance-moi ce que je sais déjà au fond de ma peau. Toi qui sais que je m'affame pour un chiffre de larmes qui n'est jamais comme il faut. D'en bas tu me regardes, tu ris de moi, tu me nargues, c'est pas beau. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. J'ai maigri, j'ai dit oui ça va, mais ça allait toujours pas. Drôle de vie, on n'est jamais assez, assez bien avec soi. Toi qui es là, qui me parle, qui me juge coupable, qui m'en met plein le dos. D'en bas tu me dévisages, tu voudrais que je reparte avec la peau sur les os. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle. Mais plus j'avance dans les âges et plus je me déleste. Ce n'est que mon plumage, que veux-tu que je laisse? Que veux-tu que je fasse? Ça sera jamais assez. Maintenant quand ça va pas, je me dis que ça va passer. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. La vie du peuple, une émission sur KTB Radio. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission La vie du peuple avec Reba da Silveira, modèle et multi-artiste de Paris. Alors Reba, comme on a dit, à la fin de la première partie de l'émission, tu as eu des problèmes d'alimentation accentués par les critères de poids à respecter dans le milieu du modèle. Alors, lorsque tu passais des castings, tu recevais des critiques de la part des personnes qui organisaient. Qu'est-ce que ces personnes te disaient? Ben, j'avoue que c'est un programme qui est là-dessus, c'est un peu difficile. En fait, les personnes qui te voient te valident. C'est-à-dire que tu rentres bien dans la case dans laquelle ils veulent. Et très souvent, c'était effectivement une problématique au niveau du poids, mais bien plus que au niveau du poids, vraiment, on va dire au niveau de la morphologie. La morphologie caucasienne n'est pas la même que la morphologie des personnes en Afrique. Et c'est vrai que très vite, j'ai pu comprendre que mes fesses étaient quelque chose de vraiment gênant pour ces personnes qui faisaient les vêtements, mais aussi bien dans les essayages ou dans les moments où du coup on devait faire la photo ou on devait passer vraiment à l'image. Et c'était ma plus grosse problématique, vraiment les fesses. Trop de fesses, trop proéminent. C'est parce que je dis moi, hein, même si j'en dirais peut-être plus après, mais c'était très vite quelque chose qui m'a dérangé.
peut-être aussi bien moi dans ma manière de me voir, mais aussi bien dans ce qu'on pouvait me renvoyer dans le milieu en fait, de ne pas avoir cette esthétique très lisse et pas du tout en fait comment dire dans la norme et dans ce qu'on voudrait de la femme en Occident en fait, c'est-à-dire pour moi être un cintre, ce que j'ai été pendant très longtemps. Et il y a une sorte de fourchette de poids dans laquelle les modèles doivent rentrer. Alors en fait la problématique c'est que on rentre dans un milieu où l'image est très importante, mais aussi où il y a eu de très grandes mannequins qui ont été très malades et on évitait d'en parler et beaucoup ont été anorexiques et donc du coup en fait on a commencé moi quand j'ai commencé à faire de la photo à essayer de réglementer un peu le poids, sauf que dans beaucoup de situations même si tu es déjà très maigre, limite squelettique, on te demande encore de perdre du poids parce que tes fesses sont toujours là et dans d'autres milieux on va te demander absolument de ne pas être en dessous d'un certain poids mais de rentrer forcément dans une fourchette. Voilà. Et il faut savoir que les fourchettes sont vraiment très très minces. Ça va du 500 grammes au, on va dire, 1-2 kilos. Mais c'est vraiment très petit. C'est-à-dire que quand on boit de l'eau, déjà, les 500 grammes, voilà, on commence déjà à les dépasser. Donc on demande aux personnes, aux modèles de rentrer dans des codes par des critères de poids, de taille. Et donc, tu commences à faire attention à ce que tu manges un peu plus intensément. Tu contrôles ton poids. Alors oui, c'est en fait, je pense que tout ce qui était le mannequinat et le théâtre et la danse, tout ça, c'est des choses que les parents ont inculquées, mais parfois on s'en rend pas compte. Le contrôle du poids a toujours été en fait chez moi. Mon père a toujours contrôlé mon poids. Voilà. Donc en grandissant, moi je l'ai complètement oublié. En rentrant dans ce milieu-là, j'y suis revenu parce que excusez-moi, parce que en fait je me suis rendu compte que en fait on attendait de moi que je rentre dans des vêtements qui étaient pas faits pour moi. Donc oui, petit à petit, je me suis dit voilà, quand tu vas au casting ou quand tu vas faire en tant que modèle, les gens sont un peu dérangés parfois si tu vas dépasser tel ou tel poids. Et donc du coup très vite j'ai commencé à, même si ça avait commencé un petit peu avant, mais je suis vraiment rentré dans le dur quand j'ai commencé à faire des photos, c'est-à-dire manger une clémentine 3 fois par jour et une chose qui est vraiment très très difficile pour beaucoup de femmes qui vont travailler en tant que mannequin ou en tant que modèle ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a aussi la boulimie qui est une autre manière de contrôler le poids, c'est-à-dire que comme de toute façon on cache la maladie, on est quand même là à essayer de faire voir qu'on va bien, mais on a un buffet qui est là. Le buffet, la plupart des mannequins ne vont pas y toucher. Les gens qui vont y toucher vont être les photographes et ainsi de suite, tous les gens qui gravitent autour. Et donc du coup, nous on va manger de très petite quantité. Moi, je sais que je m'obligeais à vraiment manger des choses comme les crudités qui vont juste remplir. Et donc, du coup, aussi, ce que je faisais, c'était que si j'avais le malheur d'avoir trop mangé, j'allais me purger. Et ça ne se disait pas. Et c'est très difficile pour soi-même, en fait. Et donc, quelles étaient tes méthodes pour tenter de perdre du poids? Donc, vomissement. Donc, vomissement, contrôle exactement de ce que je mange, contrôle des calories, contrôle hydrique.
c'est-à-dire que ce que je bois est aussi très important pour pouvoir rentrer dans les vêtements et pour pouvoir se dire que ok, on a contrôlé en fait. C'est un monde de contrôle, aussi bien des autres que de soi. Et donc, comme tu as dit tout à l'heure, tu n'en parlais à personne, tu cachais tout ça. Et donc, tu es devenu malheureusement anorexique. Tu te pesais plusieurs fois par jour aussi. J'avoue que ouais, c'était un moment qui était assez difficile parce que souvent les gens se disent que quand on fait de l'anorexie, ça peut être du narcissisme, ça peut être des choses qu'on choisit, mais moi ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est une maladie. C'est vraiment une maladie. On rentre vraiment dans quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle le contrôle, ce qui n'est pas du tout réel, puisque de toute façon, quand tu te regardes dans la glace, l'image qu'elle te renvoie n'est pas du tout l'image que les autres peuvent voir ou que ce soit. C'est toujours cette image tronquée de toi-même, de finalement ce à quoi tu pouvais ressembler quand t'étais pas contente déjà de toi-même. Donc du coup, oui, j'ai contrôlé. J'ai essayé tout du moins. Ce n'est pas un réel contrôle, puisque le poids, la perte de poids, tu la contrôles pas réellement. Les vomissements, le moment où tu te dis que juste, en fait, tu peux pas garder ce que tu as mangé parce que c'est trop anxiogène de digérer, c'est trop anxiogène de penser au fait qu'on ait quelque chose dans le corps et de se dire que peut-être juste boire un verre d'eau, même un demi-verre d'eau, on peut grossir. Et donc du coup, il se met en place quelque chose qui va vraiment travailler le mental. Et c'est difficile parce que tu es dans un milieu où ton image joue, mais où en fait ton image à l'intérieur de toi-même aussi joue. Et donc vraiment je suis tombée très très malade, vraiment très très malade, au point d'aller à l'hôpital régulièrement. Alors comment as-tu pu sortir de ce monde des grandes structures et de l'anorexie également? Alors je dirais que les grandes structures, en fait très vite quand tu arrives à un poids où tu ne peux plus travailler, où ils ne sont plus censés te faire travailler, très vite t'es écarté. Le fait d'être hospitalisé, parce que parfois j'ai refusé l'hospitalisation comme beaucoup de femmes et certains hommes, parce que ça touche très peu les hommes. J'ai refusé à certains moments d'être hospitalisé et des médecins ont dû prendre ce choix à ma place. Mes frères n'avaient pas envie de le faire parce que peut-être, et non, même certainement, ils avaient pas envie que je leur en veuille, et c'est tout à fait normal. Je pense que je l'aurais pas fait non plus pour quelqu'un de ma famille. Et donc du coup en fait, comment dire ça, les soins ont été vraiment de l'ordre des patientes que j'ai pu rencontrer, vraiment de l'ordre aussi de ma clownerie. Du fait de rire aussi un peu de tout pour pouvoir alléger aussi ce qui peut être le plus difficile pour soi, et de l'ordre aussi des soignants que j'ai pu rencontrer et qui m'ont amené à voir certaines choses que je ne voyais pas, et petit à petit à me sentir un petit peu mieux dans ce que je suis et dans ce que j'habite, qui est mon corps et mon esprit. Donc tu as réussi à combattre cette maladie par l'hospitalisation plusieurs fois, mais il y a d'autres choses qui t'ont aidé aussi? Alors oui, effectivement, il y a d'autres choses qui m'ont aidé, notamment partir. Déjà en fait, j'ai été hospitalisée pour la dernière fois il y a à peu près 3 ans et demi, et c'était l'une de mes deuxièmes plus grosses hospitalisations.
J'avais des soignants qui étaient pas du tout ok pour me laisser sortir de ce milieu, qui était l'hôpital et tout ce qui va avec. Et donc du coup, en fait, mes 3 frères, qui sont un peu mes anges, ont décidé qu'il fallait que je parte de l'Occident, avec tous ces codes et avec tout ce qui faisait que finalement je rentrais exactement dans la case qu'on avait cochée pour moi. Et donc on proposait que j'aille en Afrique. Ça n'a pas été une mince affaire. Les médecins n'étaient pas forcément d'accord pour que j'y aille. J'étais pas au poids qui était correct pour pouvoir voyager. Il y a eu beaucoup de communication avec mes 3 frères, alors qu'on est 10, et c'est ces 3-là qui restent. Et beaucoup de choses où je me suis dit que, en fait, j'étais un peu arrivé aussi à la fin de ce que je pouvais moi donner dans le monde dans lequel on fait partie, et que peut-être partir de là, bouger, être en mouvement et arriver dans ce pays que j'avais quitté à l'âge de 2 ans pouvait peut-être me faire réagir et me faire renaître. Donc c'était une bonne chose. Et justement, tu parles de renaissance. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Oui. Ça va beaucoup mieux. Il y a un lien, cette renaissance, un lien avec la danse et le théâtre, c'est ça? Alors, depuis quand tu fais de la danse et du théâtre? Alors, disons que la famille dont je fais partie, et même beaucoup de gens qui sont du continent africain peuvent se reconnaître aussi. On a un truc où la danse fait partie de la vie au jour le jour. Ça se dit pas en français, c'est pas grave, on s'en fout. Tous les jours on danse en Afrique. Tous les jours on danse, tous les jours on remercie. Aussi bien au Japon qu'en Afrique, la vie est un théâtre. Voilà. Tout se joue tout le temps. Et le théâtre, je vais dire que j'ai commencé quand je suis rentrée en foyer, mais finalement en réalité j'ai commencé depuis très petite, parce que quand on est enfant, on a déjà beaucoup d'imagination et que la société pour moi est un grand théâtre. Et j'ai vécu 2 ans en Afrique, je m'en souviens pas très bien, mais j'ai vécu quand même, on va dire exactement 14 ans et demi, 15 ans dans ma famille, et ça a toujours été un théâtre. Tout le monde a sa place, et la danse a été mon moteur aussi pour pouvoir avancer, et après a été beaucoup aussi un moteur pour l'appropriation du corps, et pour se nourrir aussi de tout ce dont on a besoin pour continuer à vivre. Et la danse m'a donné le sourire, m'a redonné une prise de conscience de ce que mon corps pouvait faire quand il était dans un état, on va dire entre guillemets normal, mais en état de marche et en état de réflexion et en état de pouvoir bouger. Oui, le théâtre et la danse ont été 2 moteurs qui m'ont bien aidé. Deux moteurs, et tu commences à faire des formations ensuite, grâce à ces moteurs justement, formation de père et danse. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, père, non pas comme père et mère. Donc, père, c'est P-A-I-R-E, voilà, pour les femmes, mais je sais pas si on avait dit que j'étais non-binaire dès le début. Donc du coup, pour moi, pas de genre vraiment fixe. C'est en fonction de là où je suis, en fonction de ce que je ressens. Et donc oui, 2 moteurs qui m'ont amené avec la maladie à choisir vraiment ce métier de père et danse. C'est-à-dire que la père et danse, c'est en fait un métier qui commence tout juste à exister. Ça nécessite malheureusement d'avoir été malade, d'avoir connu une situation qui était assez longue,
Et j'avoue que ma maladie a été assez longue, bien plus d'une dizaine d'années. Et en fait aussi d'avoir des choses à apporter à l'autre que tu as en face de toi, qui va être à peu près dans la même situation dans laquelle tu as pu être. Et moi j'ai ce truc effectivement d'avoir été malade, les TCA, les troubles alimentaires, mais aussi en fait une faille narcissique et tout ce qui va avec, ce qu'on appelle borderline, ainsi de suite. Les psychiatres sont toujours très forts là-dessus pour donner des mots aux choses. Et j'ai aussi tout ce qui est médium artistique. Et je me suis dit, mais attends, voilà, pour la première fois, t'entends parler de la péridance à Sainte-Anne, là où je me faisais soigner, où il y avait une dame qui arrive là et qui se présente et qui nous dit qu'elle a vécu exactement la même chose que nous, les troubles alimentaires. Et donc du coup, je me dis, ok, vas-y, t'as fait près de 15 ans de troubles alimentaires. Tu as des médiums tels que la danse, le théâtre et la photo, même si moi je n'en fais pas, qui sont des choses qui vont pouvoir aider d'autres personnes à sortir de la condition dans laquelle on nous met aussi à l'hôpital, dans une condition de dépendance, parce que en fait on est amené aussi bien à écouter le médecin et peut-être un petit peu moins parfois à écouter ce que nous on ressent, et des fois c'est difficile, mais moi je tends à amener vraiment dans l'hôpital cette sensibilité, ces moments où on rigole, ces moments où on prend sa vie en main, où on donne, où on se donne surtout ce qui va nous aider à avancer, et où tout à coup pour moi l'art prend un sens qui est aussi celle de la guérison et celle de l'avancement. Et danser, ça peut être danser sa vie, ça peut être danser sa douleur, ça peut être danser tout ce qu'on veut. Le théâtre pour moi c'est la vie en permanence. Ce qu'on donne à voir à l'autre est toujours finalement ce qu'on a envie de donner, ce que voit l'autre et aussi finalement ce que lui a. Et donc ouais, ces deux moteurs me conviennent bien, et aller vers des gens qui en ont besoin et voir ce dont ils ont besoin et ce que je peux apporter, c'est très important. Et c'est pour ça que oui, je fais cette formation et j'espère que ça va donner la chance à d'autres de pouvoir saisir des choses qui leur sont propres et qui leur parlent. Et donc tu as cette volonté d'aider, de transmettre par l'art. On n'a pas parlé aussi de le fait de sortir les personnes de leur quotidien, parce que lorsqu'on est hospitalisé, c'est une forme de routine. Et ça, c'est important aussi, de se changer un peu d'air. Et par l'art en plus. Oui, tout à fait. C'est très 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 important de sortir des milieux dans lesquels on nous enferme, de l'hospitalisation, mais aussi de milieux qui vont être associatifs parfois, mais qui peuvent être très enfermants. On s'en rend pas compte, de toujours être avec des gens qui nous ressemblent trait pour trait dans la maladie, et parfois aussi dans des choses qu'on peut vivre dans la vie. Ça peut être très difficile, et c'est important de pouvoir amener autre chose dans ces lieux-là, de l'espoir, de la vie, parce que parfois on a l'impression qu'il y a la vie, mais la vie peut être très infime, surtout à l'hôpital, et amener autre chose que tout ça, c'est pour moi très important. Et tu as fait des stages récemment. C'est ça? Oui, tout à fait. J'ai fait des stages récemment. J'ai commencé par bosser pour une association en fait, les troubles alimentaires commencent souvent
dans l'adolescence. Et moi, j'ai eu à cœur de pouvoir travailler avec des personnes qui sont jeunes et de pouvoir justement travailler aussi bien en groupe que en individuel, parce que c'est pas la même chose. Je crois que tout le monde n'est pas capable d'être dans une société où il y a une espèce de une fourmilière comme ça qui se débat, et parfois on peut offrir aux personnes malades un tête-à-tête, et parfois on peut aussi offrir un groupe, et c'est vraiment en fonction de la demande. Et donc du coup oui, je suis arrivée avec ce truc d'apporter tout simplement déjà le sourire, le regard bienveillant, et d'essayer de comprendre ce que je pouvais apporter à ces jeunes femmes à ce moment-là, en fait. Alors, on n'a pas annoncé, pas encore, que tu as un nom d'artiste. Oui. Qui s'appelle Narcisse. Pour quelle raison ce mot? Alors, pourquoi Narcisse? Parce que Narcisse s'est perdu dans son image. Parce que dans tout ce que je raconte, finalement, il y a une grosse problématique, c'est la faille narcissique que beaucoup de femmes rencontrent, d'ailleurs. Il y a forcément des hommes qui rencontrent, mais beaucoup plus de femmes, et que on est validé par l'autre, et que Narcisse est validée elle-même. Mais moi, je me rends compte que le narcissisme que j'ai en moi, et peut-être que j'ai aimé, mais peut-être que j'aime moins aujourd'hui, c'est la validation de l'autre, et que je vois petit à petit, en fait, ce que j'arrive à à transmettre à l'autre, ce que l'autre voit en moi, même si c'est pas du tout ce que moi je vois. Je me rends compte à quel point voilà quoi, l'image est importante, et à quel point parfois moi-même je peux me perdre à travers l'autre dans mon image, et à quel point, en tout cas pour ma personne, toute cette image et tout ce que je donne à montrer, et tout ce qui n'est pas forcément moi, mais ce que l'autre voit, est de l'ordre du narcissisme, et de l'ordre de quelque chose de bien lisse parfois, pour pouvoir rentrer dans les codes. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a toujours ces critères très stricts concernant le poids, la taille des modèles, ou bien est-ce que c'est un peu plus souple, ou est-ce qu'il y a plus de contrôle? Bon, alors on va commencer par ce qui est positif. Il y a plus de contrôle parce que le TCA est beaucoup plus connu, et encore plus connu dans ces milieux qui sont les milieux voilà, de l'audiovisuel, de l'image, tout ça et tout, de la publicité. Maintenant, ce qui est difficile, c'est que les mensurations, même si elles ont évolué, elles restent là. La taille reste là aussi, voilà. Un minimum de 1m70, je pense que c'est même un petit peu plus pour certaines boîtes. Le côté filiforme, long, et essayer de rentrer toujours dans des vêtements reste là. Maintenant, on arrive à faire... Excuse-moi 2 secondes, je bois un peu. Maintenant, on arrive à faire en sorte que au moins les mineurs aient des gens qui les accompagnent. On arrive à faire en sorte que on vérifie qu'ils aient bien mangé, et qu'ils soient dans un poids qui soit normal entre guillemets, parce que de toute façon pour moi le milieu de la mode ne sera jamais normal dans le poids et dans les mensurations. Et il y a des choses qui restent pareilles,
et je pense comme pour la vision de la femme et les injonctions et tout ce qu'on peut lui poser sur les épaules et qui sont des charges mentales inutiles, dans le milieu de la mode, ces charges mentales-là sont là et elles sont pas prêtes de changer, même si il y a des agences qui se développent exprès pour les personnes qui vont être en surpoids, pour les personnes racisées, et ainsi de suite. Il reste toujours ce mannequinat classique de ce qu'on recherche chez le mannequin et de ce qu'on veut montrer en fait. Donc il y a des choses qui restent, c'est des choses qui évoluent petit à petit. Reba. Oui. KTB Radio est une radio libre. Souhaiterais-tu exprimer quelques mots sur le sujet de ton choix, qui peut être en lien avec l'art, le monde du modèle, ou pas du tout? Ce que tu souhaites? Alors, peut-être que je vais faire un condensé de tout ça. Le milieu de l'art, la société, moi-même d'ailleurs. Voilà. Ce que j'aimerais dire, c'est que parfois, on regarde les choses avec envie. Parfois, on regarde les choses avec ce qu'on nous a donné, ce qu'on a appris, le bagage qu'on peut porter, et donc on a une image de l'autre qui peut être une image tronquée. Une personne qui va correspondre à ce que tu attends ou à ce que la société attend n'est pas forcément la personne que tu crois qu'elle est. Je me suis beaucoup rendu compte au niveau de la société, au niveau aussi beaucoup d'amis et de gens que je rencontrais, que je représentais quelque chose de positif dans le sens où je souriais souvent, dans le sens où j'étais dans la bienveillance et dans le sens où mon image correspondait à quelque chose de beau pour eux. Moi, je vais vous dire que vraiment, je me suis jamais senti au-dessus de quelqu'un. Je ne me suis jamais sentie plus belle que telle ou telle personne. Pour moi, la beauté n'est pas seulement la beauté physique, mais elle est aussi celle qu'on entretient à l'intérieur de soi-même. Et aujourd'hui, oui, je ressens cette beauté. C'est pas forcément la beauté de toute l'image et du théâtre et de la danse, et même si c'est des choses qui continuent à me toucher et à me nourrir. Aujourd'hui, j'arrive à me dire que la beauté, c'est celle que je perçois, c'est vraiment celle que je suis à l'intérieur de moi-même, et que personne, je travaille là-dessus, ne va plus me dicter qui je suis et ne va plus me valider. Et ça, c'est important pour moi. Continuer la vie comme ça, c'est important de pouvoir me valider moi-même. On va écouter la deuxième chanson que tu as choisie pour cette émission, qui s'appelle Corps, de Lizotte. Pour quelle raison as-tu choisi celle-ci? Alors, Isolde est vraiment quelqu'un qui m'intrigue et à la fois qui m'amène à voir la beauté autrement que celle que j'ai pu avoir par rapport à moi ou par rapport au milieu dans lequel j'étais. C'est que c'est une femme qui est ben voilà, on parle de grossophobie, mais moi je vais utiliser le mot. Voilà, elle dépasse les normes que on fixe ici en Occident. Pour beaucoup de gens, elle est grosse. Pour moi, elle est enrobée. C'est une femme africaine, voilà. Elle correspond à d'autres critères qui ne sont pas celles d'ici. Et en plus, c'est une femme très intelligente. J'aime beaucoup ses textes. Et je choisis ce texte Corps, qui est vraiment un texte qui parle de la maladie, de son corps aussi, parce que elle joue beaucoup avec ça, de son image, parce que peut-être qu'elle est sûre d'elle-même, peut-être qu'elle n'est pas sûre d'elle-même, je ne peux même pas dire, mais moi ça me renvoie à quelque chose qui m'apaise, de pouvoir me dire que des personnes comme elle ont l'intelligence
Voilà, c'est une femme noire. Je suis une femme noire. Elle a été malade, j'ai été malade, et il y a la résilience et cette envie de dire que bah oui, on existe et on l'écrit et c'est beau, j'aime beaucoup. Et comme tu aimes beaucoup, on va écouter la chanson que tu as choisie, Cor, de Izzet. Et vous êtes sur KTB Radio, la radio du peuple. Corps nu sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les fables, y a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Ah, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Chemin de ma maison, quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père. Insolente, je l'étais. Dans les yeux de mon frère. Ouais, des claques qui s'en est bouffé. Sur les joues de ma mère. Des rivières se sont écoulées. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Ah, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Chemin de ma maison, quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, ouais. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Et...
Et nous sommes de retour avec Reba da Silveira, modèle et multi-artiste de Paris. Alors, durant la coupure musicale, Reba, tu as souhaité dire quelque chose, dernière chose, avant de nous quitter. Oui, voilà, la dernière chose que je souhaiterais dire, c'est que voilà, il y a beaucoup d'artistes. Je vais prendre un positionnement notamment sur les artistes femmes et encore plus les artistes femmes et racisées, et dire que en fait il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ce qu'on donne et dans ce qu'on fait, parce que très très vite on est catégorisé, mais que en plus de ça, en fait, il faut savoir que en fait la femme noire véhicule beaucoup d'images, et que je vais pas les sortir là tout de suite. Je pense que beaucoup le savent et vont peut-être s'intéresser aussi à savoir pourquoi. Mais en fait, j'aimerais vous amener à aller voir les artistes qui sont vraiment très très fortes au niveau de ce qu'elles font, et très dans l'art, et très dans la revendication, et aussi dans la visibilisation. Et donc si vous avez l'occasion de découvrir certaines artistes femmes noires, allez-y, et instruisez-vous. L'art, je pense que c'est l'une des choses qui fait que notre société peut avancer et peut vraiment être nourrie, et peut-être plus serein et plus en paix pour les enfants à venir. Merci, Reba. Un grand merci d'avoir participé à cette émission, de nous avoir fait découvrir ton parcours. Avant de nous quitter, on va écouter une dernière chanson que tu as choisie, Chéri Coco, de Magic System. Pour quelle raison tu as choisi celle-ci ? Alors, déjà, je vais te dire merci beaucoup, Romain, de m'avoir reçu. C'est un plaisir de pouvoir communiquer avec toi, et de pouvoir donner un peu mon point de vue, parce que ce n'est que mon point de vue, tout ce que j'ai dit. Et ce n'est que mon vécu. Et pourquoi Chéri Coco? Parce que en fait, Chéri Coco au Togo, c'est vraiment mon amour, quoi. C'est un peu mon précieux, c'est un peu quelque chose qui est très très cher. Et souvent on dit Chéri Coco aussi bien à la femme qu'à l'homme qui est dans sa vie, ou même parfois à ses enfants. Et pourquoi Chéri Coco, pour terminer, c'est que on est aussi bien dans quelque chose qui est dans le festif, parce que en Afrique on a vraiment ce truc là aussi de pouvoir donner, célébrer, et être dans le festif, parce que Chéri Coco est aussi l'élection d'une femme sur le podium, donc ça rejoint aussi ce début de la photo, du mannequin, tout ça, et parce que l'Afrique fait partie de mon cœur. Donc voilà. Donc Chéri Coco, ça réunit pas mal de choses. On va l'écouter pour terminer cette émission. Merci Reba. Merci beaucoup. Un grand merci Romain. À toi. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB Radio, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Vous pouvez télécharger les applications gratuites depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez, à toute heure du jour ou de la nuit. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission La vie du peuple avec Reba da Silveira, modèle et multi-artiste de Paris. Et nous terminons cette émission avec Magic System et la chanson Chéri Coco. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Monsieur les jurés, bonsoir. Très content que vous soyez là, merci d'être parmi nous. Nous sommes réunis ce soir ici pour l'élection Miss Chéri Coco. Avec en guest
ça, pour faire de show ce soir et mettre l'ambiance, Magic System et Soprano. Scalpa, s'il te plaît. Camarade. Ambiance sentimentale. Yes, sir. Avec DJ Scalpa. Magic System. Soprano. Donc voici ce soir Soprano. Donc je suis là pour les frères et les sisters qui sont là pour mettre le feu sur la piste. Et mademoiselle, dis-moi pourquoi tu danses pas à ça. Faut danser maintenant. Surtout avec des mecs bien sapés. Tu sais bien qu'il faut pas blaguer. Comme rien de la tête aux pieds. Mec obligé d'être stylé. Abidjan, Marseille, Padra, c'est une histoire de Dolce Vita. Yo. Ensemble pour la fiesta, chérie Coco, y'aura pas de vita. Chérie Coco, faut pas blaguer. C'est une affaire de Dolce Vita. On est là pour le show. Voilà. Ah, tu vas pas partir avec ma chérie Coco, hein? Faut pas blaguer. C'est la même à Maria. C'est une affaire de Dolce Vita. On va la laisser danser. Laisse. Elle va danser. Voilà. On va swinguer, on va danser. C'est avec le pied droit, hein? On va danser, La vie est belle comme ça. On va swinguer. On va swinguer. On y va, on swing. À gauche, Ok, allez, vas-y. On va swinguer. On va danser. c'est comme ça, hein? On va danser. On va swinguer. Avec le pied droit. On va swinguer. On va danser. On va danser. Chérie Coco, faut pas blaguer. C'est une affaire de Dolce Vita. On est là pour le show. Ah, ça, c'est la belle vie, hein? Chérie Coco, faut pas blaguer. C'est une affaire de Dolce Vita. On est là pour le Il paraît donc qu'il y a un qui s'appelle Sopra Baba. C'est chaud, hein, ma chérie? Ah, tu vas danser jusqu'à... Chérie Coco, chérie Coco. C'est quand même à danser, à danser. Ah oui, chérie Coco. Ah oui, chérie Coco. Asigi Bayo. Voilà. Et le magicien là. Tu veux dire quoi? Ah, je suis venu chez vous, magnifique. Chez nous, on dit c'est ça qui est la vérité. Et chez vous? Chez nous, on dit Zakweli. Ah ouais, donc c'est toi qui as raison.